Bonjour à tous. Eh ben, je vous propose qu'on attaque. Donc, merci à tous pour votre présence. Et donc, ben, on est heureux d'accueillir Étienne Laliberté. Donc, dans le cadre d'une réponse à un appel à projet conjoint avec l'INRIA, il y a eu une mobilité euh, commune donc, entre Alexis Joly qui est allé visiter le labo d'Étienne au cours des 15 derniers jours. Et ben, on a la chance d'avoir Étienne avec nous, donc Étienne Laliberté, qui est enseignant à l'Université de Montréal et chercheur associé au MILA. Qui va nous faire une présentation sur une partie de ses travaux pendant une quarantaine de minutes, suivie d'une partie d'échange. On essaiera de gérer la participation également avec les personnes qui sont en ligne. J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure une bonne dizaine de personnes en ligne, donc pour faciliter les échanges. Ben, merci beaucoup Étienne, et puis le micro est à toi. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci pour l'accueil. C'est ma première fois à Montpellier. J'ai toujours lu beaucoup d'articles. Il y a beaucoup en écologie dans mon domaine. Il y a beaucoup de choses. C'est un haut lieu de l'écologie et aussi de l'intelligence artificielle avec le projet Planète. Donc, je suis vraiment heureux d'être ici. Si vous ne comprenez pas mon accent québécois, ben, c'est votre problème. Non, c'est pas vrai. Non, mais vous pouvez lever la main si vous ne me comprenez pas. Mais je vais essayer de prononcer correctement. Ben, c'est ça. En fait, mon background, moi, je suis vraiment un écologiste végétal, des plantes. J'ai toujours été fasciné de voir la végétation des airs. Donc ici, on a notre station de recherche dans les Laurentides, à peu près à 1 heure de Montréal. Vous voyez que c'est très beau à l'automne, plein de couleurs. Alexis a peut-être manqué le pic des couleurs quand il était là. Mais je me suis toujours intéressé à la distribution des espèces. Puis les questions qui ont toujours éveillé ma curiosité, c'est des questions du type... c'est quelles espèces qu'on retrouve dans le paysage, où est-ce qu'on les trouve. Donc la distribution, l'abondance des espèces, c'est évidemment pas complètement aléatoire. Ici, on voit qu'on a du mélèze à gauche, on a à droite de l'érable à sucre, du pain blanc entre les deux, puis aussi le pourquoi. Donc je m'intéresse beaucoup au pourquoi, que ce soit les causes environnementales de la distribution, mais j'ai fait aussi beaucoup de travaux, on a fait sur l'écologie fonctionnelle, essayer de comprendre les traits qui influencent la distribution des espèces le long de gradients environnementaux. Donc, si on regarde historiquement l'écologie, bon, il y a eu la science s'est développée, bon, peut-être la phytosociologie, peut-être plus vers la fin du 19e siècle. C'était finalement des descriptions textuelles. On décrivait, on racontait un narratif, on décrivait une histoire. On commençait à utiliser les photographies pour ben, finalement augmenter, améliorer notre narratif. Puis c'est peut-être au début des années 1900 où on a introduit le quadrat. Donc, essayer de mettre l'écologie végétale un petit peu plus quantitative. Et finalement, il y a eu beaucoup de développement avec cette méthode. On voit ici une photo au début des années 1900. Mais 100 ans plus tard, me voici en faisant mon doctorat. On voit que la technologie n'avait pas beaucoup évolué en termes d'échantillonnage. On se retrouve avec à peu près les mêmes choses. On doit se déplacer sur le terrain, on fait des observations visuelles. Donc, j'ai travaillé dans les Alpes néo-zélandaises pour mon doctorat, puis à chaque fois que je me levais la tête, je regardais le paysage, puis j'étudiais mon mètre carré, je répertoriais toutes les espèces, et puis je me disais toujours, on fait des extrapolations sur des territoires qui sont très, très grands, puis c'était toujours pas particulièrement satisfaisant pour moi de me limiter à quelques mètres carrés. Donc, évidemment, de plus en plus, on cherche à pas juste étudier les écosystèmes et la végétation pour mieux comprendre les écosystèmes, mais aussi, il y a de plus en plus d'intérêt de soit mieux conserver nos écosystèmes, de mieux les gérer, éventuellement de restaurer ceux qui sont dégradés pour essayer d'améliorer un petit peu la crise climatique et la crise de la biodiversité. Donc, tout c'est ce qu'on appelle ces solutions climatiques naturelles-là. Si on veut qu'il y ait de l'impact, ils doivent être faits à l'échelle de la planète et particulièrement aussi sous les tropiques. Le problème, c'est que si on veut vraiment suivre ces travaux-là, ça prend des méthodes qui sont peut-être un petit peu plus efficaces que mon mètre carré par des observations visuelles. Donc, je me suis toujours intéressé à voir comment est-ce qu'on peut augmenter les travaux qu'on fait à l'échelle d'un écologiste qui se promène, qui peut couvrir peut-être peut-être 10 hectares maximum par jour. Et puis, on a à l'autre extrême des satellites qui sont super pour étudier des continents ou des pays au complet, mais on a des résolutions spatiales qui sont trop grossières pour des inventaires de biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire entre les deux? Est-ce qu'il y a des méthodes qui existent?
Et quand j'ai été en plein milieu de mon doctorat en 2009, il y a cet article-là qui est paru dans Frontiers Ecology and Environment, une étude de Greg Asner qui présentait la spectronomique aérienne. Et si vous avez jamais entendu parler de ça, ce que c'est en fait, c'est quelque chose qui est aéroporté. Donc, c'est une combinaison de deux technologies. On a d'une part l'imagerie hyperspectrale et du LIDAR. On les utilise conjointement. Puis l'article décrivait un peu la méthode pour cartographier à l'échelle presque d'arbres individuels la biodiversité, mais aussi les traits fonctionnels de la canopée. Donc, à l'époque, je faisais des études sur les traits fonctionnels. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit « Wow, c'est de la science-fiction. » Ça semblait vraiment magique. Et j'y ai pas trop repensé juste peut-être 8 à 9 ans plus tard. Il y a eu une opportunité d'un programme de recherche et puis on a démarré un observatoire de la biodiversité qui était basé sur la télédétection au Canada et qui utilisait finalement cette technique-là. Donc, on en a fait quand même beaucoup. Et très, très rapidement, qu'est-ce que c'est la réflectance spectrale et comment ça peut être utilisé pour distinguer des espèces? Bien, c'est tout simple. Si on regarde l'axe des Y ici, bien, c'est juste la proportion de la lumière qui est réfléchie, en fait, du soleil qui est réfléchie par les plantes. Donc ici, si on regarde, par exemple, deux espèces d'érables qui sont très communes par chez nous, l'érable rouge et l'érable à sucre, bien, on voit que dans le spectre visible, bien, ils sont à peu près identiques. Donc les lignes sont presque superposées. On voit un pic dans le milieu qui est le vert, donc c'est pour ça que les feuilles nous apparaissent vertes. Mais lorsqu'on va voir dans des bandes qui sont dans l'infrarouge proche ou un peu plus loin, bien, on peut voir des fois des différences un peu plus marquées. C'est ce qui nous permet parfois de distinguer des espèces et les bases vraiment de ces différences spectrales-là sont causées soit par des pigments photosynthétiques, des concentrations ou même par l'anatomie, la quantité d'eau et tout ça. Donc, il y a plusieurs traits, en fait, qui vont influencer la réflectance à différentes longueurs d'onde. Donc, on a fait toutes sortes d'études dans les derniers 5 ou 6 ans pour essayer de pousser cette technologie-là pour voir où on pouvait l'amener pour la caractérisation de la biodiversité. Donc, ça, c'est, par exemple, une des études qu'on a fait à l'échelle de la feuille, où on a regardé à peu près toutes les espèces d'arbres qu'on peut trouver au Québec. Il y en a 55, on en a fait 45. Et puis, ce qu'on pouvait voir, en gros, c'est qu'on arrivait quand même assez bien à distinguer la grande majorité des espèces d'arbres. Et puis, lorsqu'on n'arrivait pas à les distinguer, bien, c'était vraiment des erreurs qui étaient entre des espèces qui étaient très près, souvent du même genre. Donc, il y avait quand même une structure phylogénétique dans la réflectance spectrale. Et donc, ça montre en fait la capacité de cette technologie-là pour distinguer les espèces, mais on peut aussi caractériser la chimie du feuillage et d'autres traits, parce que, comme j'ai expliqué, en fait, la réflectance est vraiment déterminée par plusieurs traits chimiques et anatomiques des feuilles. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais on a publié des articles où on peut montrer, entre autres, qu'on peut très, très bien prédire la quantité d'eau dans une feuille. On peut prédire la surface foliaire spécifique et plusieurs autres traits puis on l'a testé avec des centaines d'espèces à travers des groupes fonctionnels différents. Donc, évidemment, on peut travailler pas juste à l'échelle de la feuille, mais on peut mettre ces capteurs-là sur des avions, survoler des territoires, ce qu'on a fait à notre station de recherche. Et puis là, bien, on obtient en fait pour chacun des pixels, qui sont environ peut-être de 1 ou 2 mètres, la couverture au sol, on peut obtenir des centaines de bandes spectrales. Puis, on a fait une étude où on a voulu en fait caractériser la chimie de la canopée. Et pour ça, bien, il faut aller récolter des échantillons. Donc, on a travaillé avec des partenaires qui ont développé un outil au Québec pour aller récolter des échantillons. À la base, ça a été fait pour des arbres tropicaux, pour avoir des spécimens d'herbiers au Vietnam, mais c'est finalement un outil qu'ils ont commercialisé, qu'on a utilisé pour aller récolter des échantillons qui sont, parce qu'on doit avoir des feuilles qui sont illuminées par le soleil pour pouvoir entraîner nos modèles. Et on se retrouve avec des cartes où on peut caractériser sur des échelles spatiales quand même de plusieurs centaines d'hectares des traits fonctionnels, comme par exemple la concentration en cellulose, la concentration en chlorophylle, en azote et tout ça. Donc, c'est une technique qui fonctionne bien, mais souvent, on se retrouve avec... On a une beaucoup plus grande capacité à utiliser la technologie pour caractériser des grands territoires, mais c'est beaucoup plus difficile d'entraîner des modèles parce que souvent, on n'a pas beaucoup de données au sol. Donc, on a voulu aussi, dans d'autres études, regarder est-ce qu'on peut regarder, en fait, la diversité spectrale comme
sans avoir finalement passé avec l'espèce ou la diversité fonctionnelle, juste regarder la diversité spectrale pour voir si ça peut être un outil qui pourrait caractériser la biodiversité végétale. Donc, on a utilisé des données d'un observatoire NEON qui est aux États-Unis où, en fait, à chaque quelques années, ils survolent une cinquantaine de sites à travers les États-Unis. Puis, ils ont des parcelles, en fait, ils ont des inventaires forestiers qui sont quand même assez précis, qui sont géolocalisés. Donc, on a regardé pour tous ces sites-là, en fait, on est allé chercher les données d'inventaire. Ici, c'est des parcelles de 20 mètres par 20 mètres, où on est allé géolocaliser, regarder, bon, c'est quoi la couleur de la végétation, mais on peut aussi aller masquer les pixels qui sont de l'ombre. Et après, on peut regarder ce qu'on voit ici en couleur, en fait, qui représente la diversité spectrale, donc dans l'infrarouge et dans l'invisible. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est on est allé regarder les inventaires floristiques et la diversité spectrale. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que lorsque la diversité spectrale, si on parle de diversité bêta, donc la diversité entre des communautés est plus près, en fait, c'était aussi des endroits où, si on regardait la composition en espèces, c'était aussi très similaire. Puis à l'inverse, quand on regardait des endroits qui étaient très différents d'un point de vue spectral, bien, c'était aussi des endroits où on avait des espèces différentes. Oups, il y a eu un petit problème. Je reviens dans mon animation, désolé. Excusez-moi. OK, excusez. Je ne sais pas, il y a eu un bug, j'ai dû peser sur le mauvais bouton. Donc, on peut regarder aussi à l'échelle, à l'intérieur d'une parcelle, puis on peut regarder la diversité alpha, puis on voyait que lorsque, en fait, la parcelle était très homogène d'un point de vue spectral, il y avait moins d'espèces. Et lorsqu'elle est très hétérogène d'un point de vue spectral, c'est aussi là où il y a le plus d'espèces. Donc, en fait, on peut utiliser ça, maintenant qu'on sait ça, pour finalement survoler des endroits, regarder la diversité spectrale pour identifier finalement des endroits qui sont très, très différents, très distincts. Donc, on peut identifier des points chauds de la diversité bêta spectrale. Et on peut faire la même chose à l'échelle locale pour essayer de caractériser des endroits qui sont potentiellement uniques en termes de diversité locale. Donc, évidemment, on ne sait pas c'est quoi les espèces, mais ça peut être très utile comme outil pour caractériser des nouveaux endroits où on ne connaît pas pour aller finalement peut-être guider des inventaires terrain, peut-être à des endroits spécifiques. Donc, en fait, l'imagerie par spectrale, c'est super. On peut mettre ça sur des avions, on peut survoler on peut mettre même ça sur des drones, mettre des caméras, puis on obtient toutes sortes d'informations. Le problème, peut-être, qu'on a réalisé après plusieurs années, c'est que c'est très puissant, mais c'est très, ça coûte cher. Et quand on a voulu, après ça, aller dans d'autres projets pour essayer de démarrer d'autres choses avec des partenaires, bien, c'est ça. Des fois, d'un point de vue financier, c'était pas toujours évident, puis c'est aussi quand même assez compliqué à traiter l'imagerie. Donc, une technologie quand même puissante, mais pas facile à passer à l'échelle actuellement. Donc, on a aussi, dans ce projet-là, on commençait à utiliser les drones avec des drones qu'on peut acheter un peu n'importe où avec des caméras RGB standards. Au début, on les utilisait juste pour faire des photos de nos quadras, pour garder une archive photographique de nos inventaires. Et puis, tranquillement, bien, on a commencé à essayer d'utiliser ce qu'on appelle la photogrammétrie pour mettre des photos ensemble, géoréférencer tous les pixels. Mais la technologie est rendue à un niveau où, en fait, si on a les bonnes caméras, si on sait comment utiliser l'appareil, si on vole bas, on peut avoir une résolution spatiale qui est quand même vraiment très, très fine, où on peut voir des fleurs individuelles, on peut certainement faire de la détection d'espèces et tout ça. Donc, on a commencé à s'intéresser à cette technologie-là parce qu'elle était accessible. Donc, avec les drones, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a plusieurs types de drones qui existent. Il y en a que ça va à quelques centaines de dollars ou d'euros jusqu'à des dizaines de milliers. Dans les dernières années, on s'est concentré surtout sur des plateformes qui sont relativement abordables, donc qui sont en soi quelques centaines à quelques milliers de dollars. Puis l'avantage, c'est que on peut les acheter, c'est le prix de quelques ordinateurs, ils sont faciles à utiliser. Donc, j'ai fait une formation, par exemple, en Équateur en janvier dernier où j'ai formé des gens qui, finalement, n'avaient jamais volé de drone de leur vie. Puis, dans l'espace de 4 jours, ils étaient capables de faire des cartes de la forêt avoisinante et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là.
Donc, juste présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que ce n'est pas juste pour prendre des belles photos. Donc, ici, c'est un projet qui montre bien le potentiel. En fait, c'était un projet où on essayait de voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette technologie-là pour caractériser la biomasse d'arbres plantés pour des projets carbone au Québec. Donc, quand on fait des inventaires de biomasse des arbres individuels, normalement, on envoie des gens sur le terrain, ils mesurent des diamètres de tiges, puis normalement, bien, ça prend environ 4 à 5 minutes par arbre. Donc, si on a 500 arbres à mesurer, bien, ça peut facilement prendre une semaine. Avec un drone, c'est quelques minutes pour survoler. Donc, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Mais aussi, d'un autre point de vue, c'est que souvent, ces projets-là, donc c'était l'exemple ici, c'est un projet qui avait été mis en place il y a 10 ans, puis souvent, bien, il y a de la mortalité des arbres. Donc, ça peut être quand même assez hétérogène, mais au final, on a quand même des ressources limitées, puis souvent, c'est autour d'1% de la surface qu'on arrive à échantillonner. Des fois c'est moins. 1%, c'est quand on le fait assez bien. Donc, c'est vraiment juste un sous-ensemble de la surface qu'on arrive à échantillonner, tandis qu'avec les drones, bien, on peut finalement survoler tous les arbres. Si on veut calculer la biomasse d'un arbre, c'est quand même assez simple. On a besoin de différentes informations, idéalement de l'espèce, du diamètre de la tige, donc en hauteur de poitrine, puis, si on l'a, la hauteur de l'arbre. Donc, c'est des informations qu'on peut tirer quand même assez facilement avec les drones. Premièrement, l'espèce, bien, l'imagerie est quand même de qualité. Donc ici, on voit toutes les espèces qu'il y avait dans ce projet-là. Juste visuellement, ils sont quand même assez différentes si on a la bonne résolution, que ce soit au niveau de la texture, au niveau des patrons spatiaux, au niveau même de la couleur. Au niveau de la hauteur, bien, c'est quand même intéressant parce qu'avec la photogrammétrie, même si ce n'est pas du lidar, donc on peut reconstruire de façon, finalement, la structure trois-dimensionnelle de la végétation très, très précisément avec juste des images RGB. Donc, avec ça, on est capable d'estimer la hauteur, puis on a montré, en fait, dans cette étude-là, qu'on estimait très, très bien la hauteur. Généralement, on la sous-estimait légèrement, puis on peut voir sur la photo, c'est juste parce que les tiges, en fait, de nos arbres sont tellement minces qu'on n'arrive pas à bien les reconstruire, mais sinon, ça fonctionne très bien. Après ça, pour le diamètre des tiges, évidemment, ça, on ne le voit pas du tout, parce qu'on est d'en haut, c'est une imagerie, c'est une photo. Par contre, il y a des relations qu'on peut définir entre le diamètre moyen d'une couronne et le diamètre de sa tige. Donc, ça fonctionne quand même assez bien. Et puis, on obtient des erreurs de l'ordre d'environ 1 cm, l'estimation du diamètre, ce qui est très bon. Donc, si on met tout ça ensemble, on a les espèces, la hauteur et le diamètre de tige. On peut utiliser des équations allométriques pour calculer la biomasse qu'on retrouve à l'intérieur des parcelles. Puis en fait, quand on le fait, ce qu'on voit à gauche ici, c'est que c'est des techniciens sur le terrain qui mesurent les arbres individuellement. Puis lorsqu'on le fait par drone, bien, on obtient des valeurs on n'arrive pas à les distinguer. Donc, en gros, bien, ça coûte beaucoup moins cher, c'est aussi précis que des mesures terrain, mais on peut le faire à l'échelle de tous les arbres et pas seulement 1% des arbres. Donc, c'est sûr que cette technologie-là est super intéressante, mais s'il faut manuellement faire de la photo-interprétation, ce n'est pas très intéressant. Idéalement, on voudrait développer des algorithmes d'intelligence artificielle pour nous aider à analyser les données, que ce soit, par exemple, aller détecter des arbres individuels, d'aller segmenter les couronnes, de pouvoir estimer de façon automatique la hauteur des arbres, comme on voit ici, et éventuellement calculer la biomasse ou le carbone stocké dans les arbres individuels. Donc, on a commencé à utiliser l'IA appliquée à ce genre d'imagerie-là autour d'environ 2019. Puis la première étude, ça a pris un peu de temps à publier, c'est celle-là, où au départ, on voulait juste tester la capacité. En fait, on avait fait tellement de travaux avec l'hyperspectral pour distinguer les espèces, on voulait voir, bien, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose qui est à peu près qui est similaire, juste avec de l'imagerie RGB? La réponse, en fait, c'est oui. Donc, dans l'étude, on a voulu voir avec le développement des couleurs d'automne si on pensait que, bon, avec les couleurs d'automne, ce serait plus facile de distinguer certaines espèces d'arbres qui ont un feuillage rouge, par exemple. En fait, ce qu'on a vu, c'est que le modèle fonctionnait bien à peu près à n'importe quel moment de la saison, puis il était légèrement meilleur au début du développement des couleurs d'automne et non au pic des couleurs. Donc, ce qui était intéressant avec cette étude-là aussi, c'est qu'on a pu générer un jeu de données de 23 000 arbres qui ont été identifiés à l'espèce. Et on l'a publié, et puis par la suite, ça a donné naissance à plusieurs autres études en apprentissage automatique où on a pu utiliser ce jeu de données-là pour tester différentes approches.
Donc, tout ça nous a mené en fin 2023 à participer et éventuellement, on est bien content d'avoir gagné le X-Prize Rainforest. Pierre et Alexis et l'équipe de Planète faisaient partie d'une autre équipe. Et donc, bon, on a été bien. J'ai été en charge de la partie télédétection des arbres. On est rentré un peu sur le tard. Je pense que c'est peut-être pas pour ça qu'on a gagné, même si on était quand même bon. Dans l'équipe, il y avait des gens qui faisaient toutes sortes de choses, l'ADN environnemental, je ne rentrerai pas dans les détails. La partie que vous avez fait, que Planète, vous l'avez vraiment très bien fait, puis c'est pour ça que j'aimerais travailler avec vous d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en gros? On a survolé la forêt, pas mal la même chose que l'équipe brésilienne avec Planète ont fait. On a fait de la segmentation de couronne. Après ça, on a essayé de faire des groupes d'arbres basés sur les caractéristiques visuelles. Ça n'a pas très bien fonctionné. Mais ce qu'on a fait, qui est finalement une approche similaire à ce que vous avez fait aussi dans votre équipe, c'est qu'on a pu renvoyer le drone à des endroits spécifiques. On les voit ici par des points. Donc, au centre des couronnes individuelles, on pouvait faire voler le drone exactement à 6 mètres de la couronne et prendre des photos qui avaient suffisamment de détails pour que les botanistes puissent identifier les espèces. Et on a essayé aussi, évidemment, avec des modèles d'intelligence artificielle, mais on n'avait pas suffisamment de données. Ça n'a pas très bien fonctionné, mais on a quand même persévéré, puis on a continué par la suite à utiliser ces approches-là pour aller récolter des données, notamment en Équateur, avec des gens qu'on a formés. Donc, en gros, la contribution qu'on a faite dans le cadre de cette compétition-là, qui est maintenant un article qui est sous révision à iClear. Donc, on a entraîné un détecteur d'arbres. On a assemblé un jeu de données de 83 000 arbres à différents endroits dans les tropiques, au Panama, en Équateur, au Brésil. Et puis, on l'a combiné, en fait, avec un modèle de segmentation que lui, on n'a pas entraîné, mais qui fonctionne quand même assez bien pour des couronnes, puis on fait un petit peu de post-traitement. Donc, toute notre chaîne de traitement est maintenant disponible. On a un article qui est sur Archive, un preprint, mais il y a aussi vous pouvez aller sur GitHub pour finalement utiliser toute notre pipeline d'inférence pour segmenter les couronnes. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est qu'il fonctionne quand même assez bien, qu'on peut l'appliquer sur des nouvelles forêts. Donc, par exemple, ici, c'est Barro Colorado Island, c'est une île au centre du canal de Panama. Le modèle a été entraîné avec des données du Panama, mais pas des données de ces forêts-là, et semble quand même fonctionner assez bien, surtout sur les arbres les plus gros, qui sont les arbres généralement qui nous intéressent le plus actuellement. Mais comme je disais, c'est quand même assez difficile de classifier les espèces parce qu'on n'a souvent pas beaucoup de données. Donc, ce qu'on aimerait pouvoir faire au minimum, c'est de faire des groupes, donc des clusters d'arbres qui sont visuellement similaires. Par exemple, ici, on voit les arbres avec un 1. Je connais l'espèce, c'est Dipteryx oleifera parce qu'elle fleurit en juillet avec des fleurs roses qui sont très faciles à voir. Donc, on voudrait peut-être aller à une nouvelle forêt et être capable de caractériser des groupes d'arbres. Si on ne savait pas, par exemple, l'espèce, on voudrait quand même être capable de faire des groupes qui, idéalement, représenteraient des espèces. Ici, on pourrait avoir un deuxième groupe. Là, je ne sais pas si c'est exactement la même espèce, mais ils se ressemblaient visuellement. Mais vous voyez l'idée. Donc, la capacité de faire des groupes visuels serait très utile. Évidemment, on veut mettre une espèce sur les groupes. Donc, on le fait au départ en utilisant soit des données terrain ou des données de photo-interprétation. Comme on a ici, le problème, c'est que par photo-interprétation d'une orthomosaïque comme ça, on ne voit pas grand-chose. Donc, on arrive à faire certains palmiers, mais il y a plusieurs arbres qu'on n'a pas suffisamment de détails. Puis, on a essayé aussi de le faire à travers des inventaires au sol, mais il y a toutes sortes de défis parce qu'il y a des erreurs de géoréférencement au sol, en dessous de la canopée. Après ça, les arbres ne sont pas nécessairement droits. Aussi, c'est compliqué parce que souvent au sol, on fait toutes les tiges alors qu'on voit seulement un sous-ensemble des tiges du haut. Donc, ce qui fait que c'est pas toujours évident, puis ça peut être beaucoup de travail d'essayer de relier des inventaires au sol à l'imagerie. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a décidé d'étudier la forêt d'en haut. Puis, on a développé tout un flux de travail automatique où on peut renvoyer le drone à des endroits spécifiques, comme on voit ici en Équateur, une forêt qu'on étudie, où le drone descend automatiquement jusqu'à 6 mètres en haut de l'arbre. Après ça, il va se réorienter pour faire face au nord géographique. Il va utiliser la caméra téléphoto.
Il prend une photo aussi grand angle, il remonte à une hauteur qui est sécuritaire. Il va par la suite juste orienter sa caméra pour que ça soit plus facile pour le pilote qui surveille tout ça. Et il va aux prochains arbres. Et on peut en faire environ, avec un pilote, actuellement, entre 300 et 500 arbres par jour. Puis on peut cartographier environ 200 hectares de forêt par jour. Donc, c'est quand même probablement au moins 1000 fois plus rapide que ce qu'on peut faire sur le terrain. Puis on obtient des images qui ressemblent un peu à ça. Donc, où on peut assez bien voir, ici c'est un solanum, où on peut voir en fait suffisamment de détails pour que les botanistes soient capables, ça prend des botanistes experts évidemment locaux, mais sur les photos qui ont jusqu'à date identifiées, il y en a environ 80% des photos sur lesquelles les botanistes sont capables de les identifier à l'espèce. Donc, c'est quand même encourageant. On utilise une plateforme qui est une plateforme commerciale, mais qui est gratuite pour la recherche, qui s'appelle Labelbox. Donc, les botanistes, en fait, on les a entraînés pour qu'ils puissent faire des annotations de ce type-là. On travaille, ils ont leur propre liste d'espèces avec leur propre code. Puis, on travaille comme ça avec eux. Ça a pris un certain temps à les former, mais ça fonctionne. Évidemment, des fois, quand on travaille sur les tropiques, c'est pas juste des arbres. On retrouve des lianes, des fois plusieurs espèces de lianes. Donc, au début, c'était un peu une nuisance, mais en fait, on a réalisé que c'est aussi une opportunité parce que c'est un outil quand même assez intéressant pour étudier la couverture des lianes et la biodiversité des lianes. Donc, on annote aussi les lianes et on essaye de les identifier à l'espèce. Donc, tout ce flux de travail automatique est basé sur un drone spécifique qui ne coûte pas très cher, mais c'est pas donc qu'on peut acheter, qui est facile à utiliser. Puis, on a aussi mis ça en libre accès. Donc, vous pouvez, si vous voulez, programmer vos propres missions pour aller prendre ces photos-là. Puis, ça peut être utile aussi, pas juste pour étudier les arbres, parce que dans les faits, ça permet juste d'aller prendre une photo à très, très haute résolution de n'importe quoi, en fait. Donc, si c'était de la végétation herbacée ou même la toundra, on pourrait prendre 500 photos par jour pour faire des quadras, par exemple. Donc, tout ça est disponible. Donc, en forêt tropicale, ça peut être utile, par exemple, pour étudier la phénologie. Ici, on voit un arbre qui fait des nouvelles feuilles. Donc, les nouvelles feuilles, il y a du verdissement tardif. Donc, on peut identifier, on peut valider des phénophases. On pourrait même regarder si des insectes qui ont fait des dommages sur les feuilles. Évidemment, on peut l'utiliser pour valider les espèces aussi. Donc, un autre défi aussi qu'on a, c'est qu'on veut retourner dans le temps. Parce qu'on veut utiliser cette technologie-là pour comprendre la façon dont les espèces d'arbres répondent, entre autres, au changement climatique. Donc, la capacité de segmenter une couronne d'arbres dans le temps est quand même importante, surtout si on veut extraire de l'information à l'intérieur de cette couronne-là, par exemple, pour comprendre la phénologie. Donc, on a ici un exemple d'un arbre à travers presque un an. Donc, on voit qu'il y a des périodes dans la saison sèche où il perd toutes ses feuilles, mais l'arbre n'est pas mort parce que les feuilles reviennent. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est entraîner des modèles qui vont permettre, dans le temps, de comprendre ceci est un arbre et voici sa géométrie qui varie dans le temps. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de données pour ça. Donc, on est en train de créer, en fait, un jeu de données de couronne d'arbres temporelle. On a développé un petit plugin dans QGIS, qui est un logiciel de SIG, où on utilise, en fait, on a des prédictions des segmentations, puis un humain peut aller les valider ou les corriger. Donc, cette technologie-là peut être utilisée aussi pour étudier la mortalité des arbres individuels. Donc, quand il y a formation de trouées, on peut aller voir, quel arbre est tombé, c'était quelle espèce et tout ça. Donc, c'est des choses qu'on fait. Puis aussi, ce que j'aime souvent présenter, cette technologie-là comme étant, en anglais, du canopy truthing, ou au lieu du ground truth, c'est du canopy truth, parce que l'imagerie est très, très bien géoréférencée au centimètre près. On a beaucoup de détails, donc on peut voir vraiment quels arbres sont là. Donc, si on veut travailler avec de l'imagerie satellitaire, par exemple, pour développer des modèles où on veut prédire la diversité d'arbres à partir d'imagerie satellitaire, souvent, c'est difficile d'aller valider. Donc, cette technologie-là peut à la fois valider et aussi peut-être même être utilisée comme jeu de données d'entraînement. Donc, actuellement, où on est rendu, je vais vous montrer à travers un exemple qui est l'île de Barro Colorado Island au Panama, qui est en plein milieu du canal de Panama, qui est une station de recherche gérée par le Smithsonian. Donc, on travaille là-bas. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la fameuse parcelle de 50 hectares qui a été démarrée dans les années 80 et où
tous les arbres sont recensés. Donc, 50 hectares, c'est grand, mais l'île en fait 1500. Donc, maintenant, on est rendu à faire des cartographies, en fait, de l'île au complet. Donc, sur l'île, on sait maintenant que, parce qu'on a segmenté tous les arbres, je vais vous montrer qu'il y a 222 560 arbres dans la strate supérieure. Et puis, on le fait en partenariat avec Evan Gora, Adrienne Esquivel-Mulbert et Hélène Mueller-Lendo, qui font en fait de l'imagerie à chaque mois pour étudier la mortalité des arbres. Nous, on l'utilise pour d'autres applications. Actuellement, c'est 4 cm par pixel. On est en train de tester une caméra actuellement qui va nous permettre de faire 4 mm par pixel. Donc, ça risque d'être quand même assez intéressant pour distinguer des espèces. Donc, ça ressemble un petit peu à ça si on zoome. Donc, voici les segmentations. Et puis, évidemment, ça ne nous donne pas les espèces actuellement. Donc, on est capable de bien extraire les arbres individuels, mais un gros projet sur lequel on travaille actuellement, c'est d'entraîner ce qu'on appelle un modèle de fondation qui est centré sur des arbres individuels. Donc, on exploite en fait notre capacité de pouvoir segmenter des arbres individuels. On vient simplement l'extraire. Donc, on prend des couronnes individuelles. Puis, actuellement, là, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'on fait, mais on peut utiliser des approches où on n'a pas besoin d'étiquette, on n'a pas besoin de connaître l'espèce. On peut faire soit corrompre l'image ou l'augmenter, faire tout plein de manipulations sur la même image pour que notre modèle, finalement, apprenne des représentations d'arbres de couronnes individuelles. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'avoir un modèle qui a une bonne base, en fait, de bonnes représentations qui vont, on l'espère, pouvoir nous aider à grouper des arbres visuellement similaires, éventuellement classifier des espèces à partir de l'orthomosaïque sans avoir besoin de prendre des photos zoomées. Donc, on commence une collaboration avec PlantNet, c'est super intéressant. Puis c'est intéressant aussi parce que votre modèle est déjà très bon. Donc, évidemment, il n'est pas parfait. On peut l'améliorer, puis on va vous aider pour certaines régions avec nos données à l'améliorer encore. Mais il fonctionne quand même. Vous avez fait déjà un bon travail d'aller chercher des données des tropiques de certaines zones. Donc, entre autres, au Brésil, c'est sûr que vous aviez fait un gros effort pour la X-Prize. Donc, on travaille aussi au Brésil, puis on remarque que ça fonctionne quand même déjà très, très bien. Donc, c'est super encourageant. Mais comme il fonctionne aussi très bien, bien, ça nous a donné des idées, en fait, parce que notre capacité à acquérir des photos zoomées est peut-être 10 fois plus grande que notre capacité à les annoter, parce que c'est très, très difficile de trouver des experts pour annoter ces photos-là. Mais comme on a beaucoup, beaucoup d'arbres maintenant, où on a une paire, où on a l'arbre segmenté, vu d'en haut, et aussi une photo zoomée, mais des fois qu'on ne connaît pas l'espèce. Donc, on est en train de réfléchir à l'idée peut-être qu'on pourrait utiliser le modèle PlantNet un peu comme un professeur pour, même si on ne sait pas c'est quoi l'espèce, de pouvoir utiliser les représentations en fait du modèle PlantNet pour pouvoir entraîner un modèle à trouver des bonnes représentations au niveau de la couronne. Donc, tout ça, c'est des idées. Donc, d'autres choses qui est intéressant aussi dans votre écosystème à Montpellier, donc il y a tout plein de projets intéressants aussi qui utilisent des drones. Je vais avoir la chance, je crois, cette semaine ou la semaine d'après, de rencontrer certains des personnes, peut-être que certains sont dans la salle ici, où il y a par exemple un observatoire par drone qui a été fait, c'est beaucoup en Guyane, je crois, et en Afrique. Pour le moment, où vous partagez des protocoles, aussi des données. Donc, ça serait intéressant aussi de commencer des collaborations. Parce que ce qui serait bien, je crois, c'est de mettre des efforts en commun pour être capable de développer tranquillement, ça va être long, mais de bâtir un début d'infrastructure. On a certains des morceaux dans notre laboratoire qu'on a commencé à bâtir, mais ils sont un petit peu isolés. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer de regrouper ça pour pouvoir améliorer l'aspect de stockage de données? On a développé des outils quand même intéressants parce qu'on partage environ 20 téraoctets de données géospatiales dans notre laboratoire. Donc, de pouvoir rendre les modèles de segmentation et éventuellement de classification des couronnes peut-être plus facilement accessibles pour des chercheurs, de pouvoir faciliter aussi la prise de photos, puis éventuellement peut-être travailler avec vous pour que les botanistes puissent plus facilement identifier les photos à partir peut-être des prédictions du modèle PlantNet. Donc tout ça, c'est des idées, des pistes de collaboration futures. Puis ce que je trouve motivant en fait dans tout ça, c'est que ces travaux-là sont utilisés directement par des chercheurs dans les tropiques parce que
En fait, ils ont des gros défis. Il y a beaucoup d'espèces, c'est vraiment compliqué étudier les forêts tropicales. Donc, beaucoup de chercheurs tropicaux s'intéressent à utiliser les drones, mais c'est pas nécessairement facile parce que ça prend quand même, ça prend beaucoup d'outils que c'est pas tout le monde nécessairement qui a. Donc, on commence à travailler, entre autres, avec des chercheurs d'INPA pour rendre ces outils-là plus accessibles. Et on a même formé une jeune compagnie en Équateur, Selvatech, qui faisait partie de notre équipe XPRIZE, qui maintenant offre des services, en fait, d'acquisition d'imagerie de drones, et on les a engagés pour acquérir environ 15 000 photos d'arbres tropicaux dans les derniers mois. Donc, je vais terminer avec... il y a eu des collaborations historiques entre le Jardin botanique de Montréal, où je suis basé, et Montpellier. Donc, Francis Allais avec le radeau des cimes, sûrement que vous avez déjà peut-être même participé à certaines des expéditions. Donc, il y a eu certaines collaborations dans les années 90. Et ce que j'espère un peu avec ma visite ici, c'est peut-être qu'on va démarrer des nouvelles collaborations pour étudier la canopée tropicale, mais avec des nouvelles technologies. Au lieu d'utiliser un radeau, faire voler des petits radeaux et pouvoir étudier la forêt tropicale avec des nouvelles technologies. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis je suis disponible pour des questions. Merci beaucoup, Étienne. Oui, Théo. Sachant qu'on a une vingtaine de personnes en ligne, on regardera aussi pour équilibrer avec les questions en ligne. Bonjour, merci pour le talk, c'était super intéressant. À un moment donné, vous avez parlé d'utiliser du contrastive learning pour séparer les espèces d'arbres, ou en tout cas séparer les canopées, les segmentations de canopées. Est-ce que c'était juste une idée, simplement mentionner que c'était possible de faire comme ça, ou vous avez vraiment investigué cette piste? En fait, on est en train de le faire actuellement. Donc, au moment où on se parle, on a 4000 orthomosaïques d'un peu partout dans le monde qu'on est en train de segmenter. Puis hier, donc mon étudiant Hugo me disait qu'on était rendu peut-être au tiers. Donc, on a déjà extrait 30 millions d'arbres. Puis il en reste, donc je pense qu'on va finir à 50 à 60 millions d'arbres. Donc, on est là. Après ça, on a une idée des expériences qu'on veut faire, mais ce qui était plus compliqué, c'était assembler le jeu de données. Mais le jeu de données, on l'a, mais il est en train de se faire segmenter actuellement. Sur la zone du Canada ou sur les... Non, en fait, c'est des orthos. Donc, on a oui, au Canada, parce qu'on a commencé surtout là. Depuis quelques années, on travaille beaucoup au Panama, en Équateur, un peu au Brésil. À travers nos collaborations avec le projet Rigente, puis leurs partenaires locaux, on a réussi à avoir certaines orthomosaïques d'Afrique, maintenant Malaisie aussi. Puis on est allé piger dans une base de données qui s'appelle Dead Trees, qui ont assemblé, bref, il y a des données d'ailleurs. Donc on a quand même une assez bonne représentation de beaucoup de biomes tropicaux, forestiers, pardon. Bonjour, Philippe Birnbaum, du CIRAD AMAP. Merci beaucoup. Je vais poser une petite question un peu juste piège, quoi, mais imaginons qu'on arrive à détecter parfaitement bien toutes les espèces de la canopée sur des grandes superficies. Est-ce que vous avez une idée de la portion d'information que ça apporte par rapport au volume forestier global? C'est-à-dire que ce que l'on voit en canopée n'est que finalement qu'une petite portion de la forêt, et bien souvent la dynamique de la forêt, ou notamment le futur de la forêt, s'inscrit dans des choses qu'on ne voit pas dans la canopée. Donc est-ce qu'il y a déjà des travaux qui permettent de faire des relations entre la perception idéale de la canopée et de ce que l'on pourrait voir en dessous, puisque finalement ce qu'on voit en dessous, c'est l'avenir de la forêt. C'est un peu ce qu'on aimerait bien prédire dans l'évolution de la forêt. Donc, voilà, mais je sais que c'est une question compliquée. Ouais. Ben, c'est une excellente question. C'est sûr que oui, on aimerait suivre les arbres qui sont en dessous. La technologie, donc le choix qu'on a fait, on est limité en fait par du RGB, on voit juste la strate supérieure. Donc c'est sûr qu'en termes de, si on regarde d'un point de vue écologie des écosystèmes, ben, il y a plusieurs études qui ont été faites. Normalement, on voit à peu près 40% des arbres qui forment environ 70% de la biomasse, puis à peu près 70% de la productivité primaire
et la contribution, c'est de ces 40% de ces arbres-là. Donc, d'un point de vue fonctionnel, c'est quand même les arbres qu'on voit, c'est des arbres qui sont importants, mais effectivement, c'est les arbres les plus vieux, donc on ne voit pas les arbres qui sont en dessous. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de façon autre que d'utiliser soit des modèles qu'on peut estimer, c'est quoi les arbres à partir d'inventaires forestiers. C'est sûr que des technologies comme le LIDAR, où on peut voir un peu la structure qui est en dessous, mais on ne verra pas nécessairement les espèces. Donc, actuellement, on se concentre vraiment sur l'étude de la strate supérieure des arbres et aussi les lianes qu'on voit très bien. Je voulais juste de voir s'il y avait justement des études qui avaient été faites entre les relations de ce que l'on peut voir dans la canopée et des structures, notamment. J'en ai pas vu d'un point de vue composition, j'en ai vu d'un point de vue plus biomasse ou productivité. Voilà, mais structure, simplement densité de tige, diversité des structures diamétriques. Mais c'est une direction qu'on aimerait éventuellement aller. Il faudrait aller piger dans des bases de données d'inventaire forestier, il y en existe, où on pourrait regarder justement plus en détail cette relation-là. Puis je parlais à César aussi récemment, ça serait peut-être intéressant même de développer des modèles pour essayer, à partir des quelques espèces qu'on voit, parce qu'il y a moins d'espèces dans la strate supérieure, il doit quand même avoir une relation de co-occurrence avec certaines autres espèces. Donc, est-ce qu'on serait capable de développer des modèles qui prédiraient bien à partir peut-être même aussi de l'environnement, l'élévation, plus la strate supérieure, essayer de prédire qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Ça serait une direction de recherche, je pense, intéressante. Il y a des travaux qui avaient été faits à un moment donné sur la diversité structurale topographique de la canopée, c'est-à-dire pas simplement les hauteurs individuelles des arbres, mais finalement les ratios que l'on peut obtenir entre la surface topographique de la canopée et la surface au sol, qui sont des bons indicateurs de l'état dynamique de la forêt. Donc je pense que ça vaudrait le coup de greffer à la fois des études sur les espèces, ça me paraît fondamental, mais aussi ne pas oublier les structures de canopée et les structures de sous-bois. Et je pense que là, on pourrait avoir des réponses assez intéressantes sur des grandes superficies pour voir un peu les dynamiques de végétation. Ouais. Oui, c'est clairement des directions qu'on veut aller. Actuellement, c'est ça, la technologie, on n'est pas rendu suffisamment bon pour faire des cartes déjà des espèces principales de la strate supérieure. On y travaille. Mais je pense que le futur, on va aller vers des directions comme ça. Mais en fait, je pense que vous y êtes un peu, parce qu'en gros, vous travaillez un peu comme sur des groupes fonctionnels. En fait, il y a l'espèce, c'est une chose, puis après, ça serait intéressant de regrouper les espèces en fonction dans la structure de la forêt, dans sa dynamique. Finalement, on n'a pas forcément besoin de passer par un stade espèce pour arriver à comprendre une dynamique d'une forêt. Effectivement. Oui. Merci Étienne, c'est très intéressant. J'ai cru percevoir... Pardon, Grégoire Vincent, IRD AMAP. J'ai cru comprendre à l'évolution de ton discours là, que tu voyais le potentiel de l'hyperspectral par lequel tu as commencé plutôt dans les aspects fonctionnels et que finalement la taxonomie pourrait être largement, y compris dans des milieux très divers, relayée par des approches photo-macro. Est-ce que c'est... C'est exactement ça en fait. Donc on est parti avec l'hyperspectral, puis je pense qu'il y a quand même du potentiel, mais la réalité c'est que ça coûte tellement cher. Puis même quand on fait de l'hyperspectral, le problème qu'on a toujours, c'est ça prend quand même des données au sol. Puis, donc, le RGB, en fait, permet souvent de faire des jeux de données d'entraînement pour l'hyperspectral, mais on se retrouve que même avec le RGB, on fait quand même quelque chose de bien. Donc, je pense que la grosse force de l'hyperspectral, c'est effectivement dans tout ce qui est chimie foliaire ou très fonctionnel foliaire. Ceci étant dit, on peut aussi distinguer des espèces. Mais effectivement, on peut, pour la partie espèce, on peut vraiment bien le faire. Finalement, ça devient une question de jeu de données, de qualité d'image. Un peu de la même façon que si on a de la misère à identifier une plante, ben on a des capteurs RGB sur notre tête, mais on se rapproche, on a plus de détails, puis éventuellement, on est capable d'identifier. Donc, on fait la même chose finalement avec le drone. Donc, la technologie a évolué quand même assez rapidement dans les dernières années qu'effectivement, je pense que maintenant, c'est une avenue qui est peut-être plus prometteuse, certainement parce qu'elle est plus accessible aussi. Alors, du coup, associé à ces limitations du RGB, il y a quand même la capacité de couvrir des grandes surfaces avec des fortes résolutions. Et tu as cité deux trucs qui nous intéressent particulièrement. Tu disais que vous arriviez à faire 200 hectares.
Ouais, donc avec un petit drone, celui que vous voyez en avant, qui est le plus petit, on fait 200 hectares par jour par personne. Donc, C'est pareil. avec ça. Puis, dès le lendemain, on a les segmentations. Puis à partir du lendemain, on peut prendre des photos parce qu'on a besoin de segmentation pour prendre des photos sur entre 300 à 500 arbres par jour par la suite. Donc, si on se met dans une situation, par exemple, je ne sais pas moi, il y a 200 espèces dans la strate supérieure, supposons. Puis on imagine, on est capable déjà de les segmenter assez bien. Si on était capable d'avoir des bons clusters, qui en avait 200, ben, dès le lendemain, on prendrait une photo de chacun des clusters, on l'identifierait l'espèce avec quelqu'un, puis on aurait une cartographie de 200 hectares. Donc ça, on n'est pas rendu là, mais on n'est pas si loin non plus. Donc il y a des drones aussi à voilure fixe, mais là, on rentre dans quelque chose qui coûte un peu plus cher. On travaille avec donc l'imagerie, par exemple, de 1500 hectares. Ça, c'est fait avec un drone à voilure fixe qui ressemble un peu plus à un avion. Donc là, on fait 1500 hectares, ça fait environ 3-4 jours, parce que des fois, il pleut. Donc mais on peut couvrir plusieurs centaines. Donc, c'est peut-être 2 à 3 fois plus efficace. Puis, c'est ça. Maintenant, on essaie avec des caméras pour aller à 4 mm par pixel. Actuellement, c'est 4 cm. Donc, mais ça va générer, je pense que l'orthomosaïque va faire 4 téraoctets. Donc, là, il va y avoir certains défis au point de vue volume de données, mais on va voir. Mais on est rendu là à peu près. Merci. On a une question en ligne, je peux peut-être la poser? Ça vous va? Et après, on revient dans la salle. On a une question de Gilles Chex qui demandait donc s'il y avait un couplage entre les informations spectrales et des informations de texture des images pour estimer ou tenter d'estimer des identifications d'espèces. Mm-hmm. Est-ce que c'est aujourd'hui couplé dans ces workflows? Pas pour le moment. Ce n'est pas pour le moment parce qu'il y a relativement peu d'endroits où on a les deux sources d'informations alignées. Il y a certains endroits où on l'a, par exemple à notre station de recherche, on a l'imagerie hyperspectrale, donc on pourrait le faire. On l'a aussi sur Barrow Colorado Island parce qu'en début d'année, il y a eu la NASA qui est allée voler Aviris, qui est l'avion hyperspectral de la NASA, survolé. Donc, on ne l'a pas fait encore parce qu'on n'en ressent pas le besoin actuellement. Puis, bon, il faudrait développer des architectures multimodales un peu plus compliquées. Je pense qu'éventuellement, on va arriver à une limite du RGB, c'est sûr. Peut-être que je n'ai pas des genres, je ne sais pas, par exemple, ficus, où ils sont très, très similaires, qu'on n'arrivera pas à distinguer des espèces. Peut-être que c'est peut-être là qu'on pourra regarder l'hyperspectral. Mais je ne suis pas convaincu que ça va apporter énormément plus. Je pense que ça apporterait une capacité d'avoir la chimie du feuillage, comme j'ai dit, mais au niveau des espèces, c'est à voir. On ne l'a pas fait actuellement, mais ça va être pour des... Dans le futur, on va l'essayer, mais on veut voir avant jusqu'où on peut aller avec des technologies qui sont beaucoup moins coûteuses. Très bien, merci. J'espère que c'est bon, Gilles, pour vous. J'en profite que j'ai le micro pour vous poser une question. Je me demandais quelle était la limite qu'on pouvait raisonnablement viser en termes d'identification par analyse visuelle. Il semblerait qu'il y ait environ seulement un quart des espèces de plantes supérieures illustrées dans le monde, donc pour lesquelles on a des données d'apprentissage. Mais combien de botanistes experts sont capables, en fait, quel est le taux de reconnaissance d'experts sur des couronnes correctement photographiées avec des photos qu'on peut considérer comme nettes, à des stades de développement appropriés et qui peuvent réellement en fait déterminer ces espèces selon ces angles de vue, parce que finalement la majorité des espèces de ces forêts déterminées, elles le sont plutôt à partir du sol, jusque-là en tout cas. Les échantillons et la connaissance qu'on en a, ils se faisaient plutôt par les fragments qu'on pouvait soit collecter, soit récolter au sol. Et donc c'est vrai que c'est peut-être ces contextes visuels, ils sont un peu nouveaux. Et donc je me demandais quel était le taux d'expertise humaine sur ce type de contenu difficile. Ouais. Donc c'est une excellente question. Puis donc oui, c'est sûr qu'on ne remplace pas un inventaire fait au sol. Idéalement, on aurait toujours le sol plus la photo.
Mais c'est énormément plus rapide, évidemment, de récolter des photos que d'aller marcher. Parce qu'avec le drone, en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut prendre des photos actuellement dans un rayon de 3 km, puis bientôt, on teste une nouvelle plateforme que ça va être un rayon de entre 10 à 15 km. Donc là, c'est des dizaines de millions d'arbres qu'une personne peut accéder à peu près de n'importe où. Donc, c'est énormément plus rapide que d'aller marcher pour... Mais bon, donc ça ne remplace pas. Les botanistes avec qui on travaille actuellement, on est vraiment allé chercher des experts, des flores locales. Donc, au Panama, on travaille avec des gens de Forest Geo qui connaissent très, très bien les espèces parce qu'ils ont travaillé à peu près toute leur vie. Donc, sur les photos qu'ils ont annoté jusqu'à date, parce qu'ils n'ont pas tout annoté, on est autour de 80% qui ont été capables de mettre... qui étaient suffisamment confiants pour mettre l'espèce. Quand ils ne sont pas confiants, ils mettent le genre ou sinon une famille. Mais il y en a 80% qui ont été faits à l'espèce. En Équateur, où on travaille aussi, c'est un peu plus difficile. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que 90% des photos qu'ils ont identifiées au genre, c'est que l'espèce n'est pas encore décrite. Donc, c'est quand même encourageant. Donc, pour le moment, ça semble être autour du 80% des photos qu'on a prises. Je ne sais pas si ça va toujours rester comme ça. Mais on est allé, ils sont triés sur le volet, les botanistes avec qui on travaille. À voir, mais c'est quand même pas si mal. J'ai le micro à côté. Bon, voilà, nous, tu sais, Étienne, qu'on fait un petit peu le même genre. Oui, donc Vanessa Hickey, pardon. Vanessa Hickey, et je suis ingénieure à l'IRD et je travaille pour PlanteNet. Et donc, j'ai contribué à préparer un jeu de données sur le Cameroun pour faire des choses qui sont assez similaires. Donc effectivement, la remarque que faisait Pierre par rapport à l'identification, moi, ça me paraît quelque chose d'extrêmement important. Surtout, donc là, nous, au stade où on prépare des jeux de données dans l'objectif d'entraîner le modèle à reconnaître des espèces correctement. Moi, j'ai beaucoup travaillé donc, avec Philippe en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Guyane, et j'ai fait beaucoup d'inventaires forestiers. Et donc, mon expérience à moi, c'est plutôt que pour identifier des arbres correctement, il faut un maximum d'informations. Et c'est clair que la seule vue de canopée me semble un peu... Alors limitée, pas pour certaines espèces, on sait bien les groupes pour lesquels on peut assez facilement reconnaître les espèces, mais moi j'aurais tendance à dire qu'on est limité, quoi. Si on se contente uniquement des images de drones, on ne pourra pas couvrir l'ensemble de la flore parce qu'on a toujours des groupes avec beaucoup d'espèces. Et ce qu'on peut faire à partir du sol, on ne pourra pas forcément le faire à partir de drones uniquement. Donc c'est vrai que moi j'aurais tendance à penser que dans un premier temps, donc avec notre objectif à nous qui est d'entraîner le modèle PlanteNet à la reconnaissance à partir de drones, l'idéal ce serait de coupler la connaissance au sol avec les images de drones. Et là, dans les zones comme Barro Colorado Island, où vous avez tous les inventaires au sol, c'est vrai que j'aurais tendance à penser qu'il faut en priorité faire de l'acquisition d'images sur des espèces qui ont déjà été identifiées de plus cibles et qu'on peut ensuite confirmer du dessus. Et pour le reste, se contenter des groupes pour lesquels on est vraiment sûr de l'identification depuis le haut. Et ça représente du coup un petit volume, quoi. Ouais. Ben, c'est une bonne question, mais en fait, on le fait parce qu'à Barro Colorado, il y a plusieurs parcelles, dont celle de 50 hectares, mais il y en a d'autres. Donc, on a à peu près photographié tous les arbres de ces parcelles-là. Puis, on est en train de faire le travail de lier. Donc, on l'utilise. Donc, actuellement, on va vous donner bientôt un jeu de données qui va juste être dans le test. Donc, toutes les photos qui ont été identifiées de ces arbres-là, on ne les utilisera pas pour l'entraînement, ceux qui viennent des parcelles. Puis on verra si on arrive à bien les prédire. Donc, oui, c'est sûr que, comme je disais, la photo ne remplacera pas tout. Donc, il y a peut-être différents éléments. Donc, le premier élément, c'est que si jamais le botaniste n'est pas certain, bien, on ne lui demande pas d'essayer de dire, s'il n'est pas certain, il met à la famille, ou même s'il ne sait pas c'est quoi la famille, il ne met rien du tout. Donc, il fait juste... Les botanistes font juste identifier celles pour lesquelles ils sont certains, puis ils déterminent le degré de confiance, soit famille, genre ou espèce. Donc, le deuxième truc, c'est si la photo est, je ne sais pas, il y aurait besoin de fleurs, par exemple, puis on n'est pas au bon moment de l'année, mais on a une idée, bien, c'est très, très facile pour nous de retourner exactement au même arbre. Puis toutes nos missions sont automatiques, donc on fait juste choisir les arbres, on refait une mission, on le renvoie, puis dans quelques heures, on a fait... c'est plusieurs dizaines d'arbres où là, peut-être qu'on sait qu'il y a des fleurs, puis là, la personne va être, ou des fruits ou quelque chose. Bon, l'autre chose,
notre image est vraiment précisément géoréférencée. Donc, on peut aussi, puis on le fait actuellement, des fois quand on peut aller au sol pour faire la liaison. Donc, ça, on peut le faire. Puis l'autre chose aussi, c'est que les caméras s'améliorent. Donc là, actuellement, le drone qu'on teste, une caméra de 12 mégapixels, téléphoto. Donc, le nouveau qu'on veut essayer, c'est 48. Donc là, on a quand même des gains au niveau de la qualité de l'image. Puis actuellement, on va à 6 mètres, mais c'est parce on pourrait aller plus bas si on veut. On peut aussi, là, on peut prendre plusieurs photos par arme. On peut changer l'angle de la caméra. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire qu'on n'a pas eu besoin encore de faire. Mais oui, c'est sûr que ce n'est pas toutes les espèces qu'on va être capable juste avec l'information visuelle. Mais celles pour lesquelles on n'est pas certain, on peut aller au sol valider. Daniel Barthélémy, botaniste. Du coup, moi, ce que je trouve, il n'y a aucune méthode qui est parfaite. Même l'ADN n'est pas parfait, parce qu'on sait que ce n'est pas si simple que ça. Et pendant des années, on a traficoté au sol. Il y en a qui ne savent reconnaître les plantes que sur herbier. Moi, je suis plutôt un botaniste de terrain, donc je reconnais, j'ai besoin un peu de voir et toucher la plante. Donc, du coup, d'avoir la possibilité d'avoir des images de toutes les canopées dans des endroits géoréférencés où on sait où sont les arbres et qu'on peut aller au sol et qu'on peut récolter et qu'on peut revenir, voilà, il faut pas penser que chacune des techniques sera parfaite pour tout. Donc ça offre quand même, pour avoir participé à des missions du radeau, le radeau c'est super, mais quand on est en dehors du radeau, on tombe, donc on échantillonne ce qui est autour. Là, si on a les possibilités d'avoir accès à chaque arbre, du sol, du haut, de faire des herbiers, de faire des photos, d'avoir les flashs des arbres, etc., c'est tout simplement génial, quoi. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à disposition jusque-là. Donc, il faut mettre ensemble toutes ces informations, et je dois avouer que c'est plutôt un rêve qu'autre chose, quoi, hein. Et du coup, on peut faire de l'ADN, on peut faire de l'herbie, on peut faire de la photo, on peut faire tout ce qu'on veut, on sait où sont les arbres. C'est quelque chose auquel on n'a jamais eu accès jusque-là, quoi. Ben exact, c'est ça. Je suis 100% d'accord. Avec une définition en plus des photos qui était inimaginable il y a 10 ou 20 ans, quoi. Exact. Donc, moi, je trouve ça plutôt... je regrette d'avoir l'âge que j'ai, quoi. Avoir 40 ans de moins et commencer aujourd'hui, quoi. Mais voilà, quoi, c'est fabuleux. Enfin, je trouve que c'est fabuleux si on travaille tous ensemble et qu'on mélange toutes ces connaissances pour justement avancer et avoir accès à toutes ces vues et ces données sur les mêmes arbres, les mêmes plantes, quoi. Donc, Ben, c'est ça, on accélère notre capacité de probablement plusieurs centaines. On a fait des calculs rapides, là, mais peut-être 1000 fois plus rapides. Bon, c'est sûr que c'est biaisé, c'est juste les arbres. Là, on a discuté des limites, mais effectivement, moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que c'est potentiellement transformateur, mais il faut coupler. C'est pas juste une méthode, il faut l'utiliser puis la coupler à d'autres méthodes. On peut aussi utiliser le drone que je vous ai montré pour aller récolter des échantillons. C'est quelque chose qu'on peut faire pour certains arbres particuliers aussi. Donc, si on met tout ça ensemble, c'est quand même assez puissant. c'est une nouvelle expertise parce que, par exemple, je veux dire, il n'y a aucun botaniste qui a eu accès à des images aussi proches d'autant d'espèces vues de dessus, quoi. Exact. Alors, on a eu des petits morceaux qu'on a fait tomber, qu'on est allé chercher, etc. Mais ça, on ne voit pas l'architecture, on ne voit pas des choses qu'on voit d'en haut. C'est une nouvelle possibilité qui est époustouflante si on arrive à mettre ça, je dirais, en routine dans les forêts qu'on utilise. Ouais. Mais ça ne remplacera pas le reste, c'est complémentaire. Exact, exact, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pour ça, à la fin aussi, que je parlais des outils, parce que là, on est rendu où on peut aller là, mais nous, on peut le faire, parce que là, ça fait des années qu'on développe les trucs, mais c'est plus difficile. Donc, si on essaie de rendre ça un peu plus accessible pour les chercheurs tropicaux, en travaillant en collaboration, je pense qu'effectivement, on va pouvoir réaliser ce potentiel-là, mais en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt. Je reviens de la conférence à Oaxaca, au Mexique, ATBC, tropicale, puis on a rempli la salle, puis tout le monde voulait utiliser ça, parce que pour eux, c'est ça, pour les lianes, pour tout ça, ça révolutionnait. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, de la formation, puis rendre des outils accessibles, mais je pense effectivement que ça pourrait transformer la façon qu'on étudie les canopées. Bonjour, Isabelle Maréchaux, INRAE AMAP. J'ai juste une question très naïve.
Je suis d'accord, c'est super excitant. Maintenant, vous essayez d'avoir 4 mm de résolution à travers tous les biomes forestiers. J'aimerais bien savoir, vous, maintenant, c'est ça qui vous excite, entre guillemets, ou c'est quoi la question auquel vous voulez répondre? Est-ce que c'est que l'enjeu biodécouverte, l'enjeu technique, ou c'est quoi les questions qui vous motivent une fois que vous avez fait tout ça? Ben, il y en a plusieurs. Donc oui, c'est sûr qu'on passe énormément de temps à développer la capacité parce que ça prend du temps, puis il faut bien le faire. Donc c'est sûr que dans les dernières années, on a pris un petit détour un peu plus méthodo, techno, parce que nécessairement, il fallait le faire. Ceci étant dit, les questions qui nous intéressent le plus actuellement, c'est des questions par rapport à la phénologie, la réponse finalement phénologique des arbres au changement climatique, puis les réponses par rapport à la mortalité des arbres. Donc, c'est deux choses à court terme qu'on voit dans les forêts. Donc, il y a de plus en plus de mortalité, puis la phénologie, des fois, je parle à mes collègues, ils disent cette saison sèche-là a été humide, puis la saison humide a été sèche. Les arbres, ils ne savent plus, ils savent plus quoi faire. Donc, cette technologie-là est particulièrement bien adaptée pour étudier les réponses phénologiques, puis la mortalité d'arbres de la canopée. Donc, c'est les grandes questions qu'on fait actuellement. Puis, le fait de pouvoir lier des espèces, en fait, la plupart des études, c'est fait avec des inventaires d'1 hectare. Puis ces grands arbres-là qui stockent 70% de la biomasse, ils n'ont pas une densité élevée. Donc, si on veut étudier ces réponses-là, ça prend nécessairement des très grosses parcelles. Pour la mortalité des grands arbres, mes collègues ont évalué que c'est environ 1500 hectares que ça prend pour avoir suffisamment, un échantillonnage suffisamment grand de différentes espèces pour avoir des taux de mortalité annuels. Donc, c'est vraiment les deux choses qu'on fait. Puis, il y a tout un volet aussi qui est peut-être un peu plus appliqué sur la restauration. Donc, de pouvoir suivre des projets de restauration forestière à des échelles spatiales un peu plus grandes aussi. Ça, c'est un petit peu plus appliqué. Mais c'est sur quoi on travaille en parallèle de développer la technologie. Justement, ça va dans la même question que Isabelle. Là. Bon, pour moi, les drones, c'est comme tous les outils, ça doit répondre à une question. Et c'est comme le marteau. Mon père était ébéniste et il ne s'intéressait pas au marteau, il s'intéressait aux meubles qu'il faisait à la fin. Donc, les outils, c'est bien, mais effectivement, c'est les questions qui sont importantes. Et justement, ça me fait penser au fait que, justement, là, tout est centré sur l'individu, donc c'est détecter des couronnes d'arbres et donc d'arriver au niveau des espèces. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas coupler ça avec des méthodes qui travaillent beaucoup plus sur justement, vous en avez parlé à un moment donné, sur des questions phénologiques, telles que justement l'hyperspectral. J'ai laissé l'hyperspectral de côté il y a quelques années parce que justement, mais je ne sais pas si c'est résolu, mais qu'on voyait que si on évaluait le spectre au cours de la journée ou au cours de l'année, effectivement, il était très difficile de trouver une signature spectrale d'une espèce. Et c'est un peu pour ça que moi, en tout cas, j'avais laissé un peu tomber ce truc-là. Mais par contre, que tout ce qui est physiologie, fonctionnement physiologique, photosynthétique, stress hydrique, là, ça a des réponses qui dépassent la limite de la couronne de l'arbre. Et je me demande si finalement, à un moment donné, il ne faudrait pas travailler plutôt sur les évolutions de la dynamique forestière, peut-être en prenant en compte le couplage entre ce qui peut être détecté au niveau de l'espèce et de l'individu, et de ce qui peut être détecté à des niveaux qui sont beaucoup plus grands de termes de fonctionnement physiologique, indépendamment d'une limite individuelle. Et je me demande si là, on n'aurait pas finalement un couplage d'outils qui nous permettrait d'avoir des bonnes idées sur l'évolution du fonctionnement des forêts, notamment en lien avec les changements climatiques, les cycles de changement climatique. Moi, je reviens là des marquises dans les îles du Pacifique. On voit bien qu'il y a une sécheresse très marquée, et elle n'est pas liée à des espèces particulières, en fait. On sent plus que c'est inscrit dans le paysage, plus que sur certaines espèces. Ouais. Je me demande si finalement, on n'aurait pas intérêt à un moment donné à sortir peut-être uniquement de la délimitation individuelle pour coupler ça avec des fonctionnements physiologiques plus larges. Absolument. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent la télédétection satellitaire, entre autres, pour étudier la phénologie. Donc, il y a une grosse étude, par exemple, une qui est sortie en 2024 sur le bassin amazonien, où ils ont regardé les dernières sécheresses. Il y a quand même eu des sécheresses importantes. Puis ils regardaient à une échelle spatiale un peu plus grossière, là, vraiment les changements au niveau du verdissement ou du brunissement des gros pixels. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment très, très limités dans l'interprétation de ces résultats-là. Donc, on voit certaines zones où il y a du verdissement, d'autres ils ne savent pas si c'est parce que les arbres meurent ou si c'est des arbres qui ont perdu leurs feuilles temporairement ou tout ça. Donc,
effectivement, je pense qu'on peut avoir un couplage d'approches. Puis, ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est qu'elle est bien géoréférencée, puis on peut quand même voir ce qui se passe à l'échelle individuelle. Donc, on peut l'utiliser soit pour valider ou pour, finalement, augmenter certains jeux de données à l'échelle. Mais oui, je pense que ce n'est pas en soi la seule méthode qu'on peut utiliser, mais elle peut aussi bien permettre de lier des données terrain, parce qu'on a quand même le bien géoréférencé à l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle satellitaire. Ça couvre finalement, c'est comme le pont entre les deux. Mais oui, je pense que le futur, ça pourrait ressembler à ce que vous expliquez. Oui, bonjour. Moi, je suis Youssef Bousselim. Je suis du Maroc. Je suis accueilli à AMAP. Je travaille sous la supervision de Frédéric Mortier, un chercheur CIRAD. Et on essaye de coupler des informations vraiment phytosociologiques. Vous avez parlé de la phytosociologie au départ, avec les modèles joints de distribution des espèces, les GSDM. Et ça me fait penser par rapport à ce que tu as présenté, pourquoi vraiment travailler à l'échelle taxinomie. Ça sera beaucoup plus mieux de travailler à l'échelle syntaxinomie, c'est-à-dire travailler à l'échelle des associations, à l'échelle des alliances. Par exemple, on sait en phytosociologie qu'on a des espèces caractéristiques, des espèces différentielles. Par exemple, à travers de 3-4 espèces, je peux avoir plusieurs informations sur l'évolution du groupement, sur tout ce qui est information sur le climat, sur les DAFI, tout ce qui est sol, etc. Et peut-être coupler toutes ces informations pour avoir c'est-à-dire essayer de coupler les informations existantes en termes de phytosociologie avec toute cette technologie étonnante pour à la fin avoir des informations beaucoup plus détaillées, mais surtout à l'échelle syntaxinomique et pas taxinomique. Merci. Ben oui, pour moi, c'est juste le niveau supérieur. Donc, c'est sûr que si on veut l'avoir au niveau de la communauté, c'est bien de connaître c'est quoi les individus puis les espèces qui le composent, mais il n'y a rien qui nous empêcherait de partir de cette information-là puis d'aller au niveau que vous parlez. Donc, je pense que c'est complémentaire, en fait. Une question rapide. Fabrice Junatier, UMR LISA, INRAE. Vous avez beaucoup travaillé sur les milieux forestiers très naturels. Est-ce que, quelle est pour vous la transposabilité de vos méthodes sur des milieux peut-être un peu moins complexes, milieux agricoles par exemple, où on cherche à étudier le suivi des ripisylves, le suivi des bordures, etc. On est plutôt sur des linéaires. Mais a priori, la détection des couronnes, la détection des espèces dans ce type d'infrastructure agroécologique serait hyper intéressante. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus ou des liens? Donc, oui et non. Donc, pas pour les arbres, mais je pense qu'en fait, ça serait juste plus facile en milieu agricole là, parce que c'est structurellement plus simple. On ne l'a pas fait, mais je pense que ça se transposerait très bien. On a travaillé dans des milieux herbacés aussi. C'est juste que dans des milieux herbacés où la végétation, à un moment donné, c'est plus vraiment segmenter des individus parce que ça devient impossible. Mais on a utilisé des approches vraiment où on coupe des petites tuiles, puis on le traite un peu comme un quadrat, là, puis on essaie de déterminer c'est quoi l'espèce la plus abondante, par exemple. Donc, des trucs de type plus classification, ça fonctionne très bien. On a travaillé en toundra, on a travaillé dans des milieux plus arbustifs, herbacés. C'est juste qu'on fait généralement pas de segmentation d'individus, mais on fait juste regarder comme un quadrat, en fait. Puis ça, c'est des approches qui fonctionnent très bien. Marc Ducousseau, chercheur en écologie microbienne à AGAP. C'est pas AMAP, c'est une autre unité, mais c'est pareil. J'ai une question très technique. Apparemment, c'est fondé sur un tronc, une canopée. Comment vous traitez la multicolie dans les arbres, qui est quand même assez commune, et puis les espèces qui vont être très grégaires et il va y avoir 3 individus qui vont en fait faire un seul houppier. Comment c'est traité? Et puis, juste pour continuer sur ce qui est de la taxonomie,
et d'identifier les espèces. D'ailleurs, je viens du monde microbien, où on a beaucoup plus de mal là-dessus que sur les plantes à définir les espèces. Et d'abord, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une espèce. Plus on avance, moins on sait ce que c'est. Et il y a des taxons, franchement, vous pouvez même pas commencer à vous arracher les cheveux. Vous n'arriverez pas à les identifier, à moins d'avoir des études très poussées. Donc à quel moment, quelle frontière s'arrêter, à quel moment s'arrêter? Ben, la réponse à la première question, c'est que pour le moment, on le fait très mal. Donc, on ne peut pas distinguer facilement ou même du tout pour le moment. En fait, en forêt tropicale, c'est un peu plus facile dans la mesure où la diversité alpha est tellement grande que souvent, en fait, on trouve rarement un individu de la même espèce à côté. Donc, mais on ne sait pas si c'est... Ben, c'est général, OK? Donc, si on regarde nos images, là, tu vois quand même que souvent, quand on regarde la strate supérieure, c'est quand même assez... Maintenant, c'est possible qu'il y ait 2 arbres de la même espèce qui sont à côté. S'ils sont mélangés dans la même couronne, pour le moment, on ne peut pas vraiment les distinguer. Donc, on n'est pas certain que c'est un individu. Donc, avec les données qu'on a, entre autres, sur les parcelles où chaque arbre est vraiment bien géoréférencé, on va pouvoir regarder qu'est-ce que ça donne. On ne l'a pas fait encore, l'exercice, mais on peut supposer qu'on ne le fait pas très bien pour le moment. La deuxième question par rapport aux espèces, c'est un peu le même problème que vous avez avec PlantNet. À un moment donné, on va travailler de concert avec les gens qui travaillent en taxonomie. Puis on va essayer d'amener la reconnaissance visuelle le plus loin qu'on est capable de le faire, mais ça ne sera pas parfait, mais on va l'amener le plus loin qu'on peut. Peut-être une dernière question, mais je suis sûr que les gens commencent à avoir faim. Je voyais qu'il y avait... Ah non, c'est juste que tu voulais passer le micro. OK. Bon. Alors moi, je suis jamais allé me balader dans une forêt tropicale humide, hein, donc ma question est peut-être complètement stupide. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, les drones, alors peut-être des plus petits, volent sous la canopée? Il existe. J'ai vu, il y avait un article en 2021, mais c'était une forêt de bambou, là, c'était pas la forêt tropicale, où il y avait effectivement... Donc, oui, j'imagine que ça va être possible. Actuellement, je crois que c'est plus à l'étape des gens en robotique. C'est vraiment de la recherche. Je n'ai pas vu de modèle de drone commercial qu'on pourrait faire ça. C'est sûr que ça serait amusant, mais j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup d'accidents. Mais peut-être dans 5-10 ans, à voir. Allez, sur ces perspectives futuristes, encore merci beaucoup Étienne pour cette présentation. Beaucoup. Donc Étienne est à Montpellier jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Donc si jamais vous souhaitez poursuivre les échanges, poser des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Alexis. Très bon appétit et bonne journée à tous. Merci beaucoup.